Dans le monde d'Albert Hawthorne, l'amour n'est pas un sentiment, c'est une acquisition. En tant que PDG le plus puissant de Boston, il est l'homme qui a tout conquis, mais qui ne ressent rien. Pour lui, les femmes sont comme ses entreprises, prévisibles, conquérables et finalement jetables. Mais un soir, dans une galerie silencieuse, il rencontre l'anomalie, Rose Barrett. Une femme dont la passion est pour la beauté du passé, non pour l'éclat du présent. Une femme pour qui le charme d'un milliardaire n'est pas une arme de séduction, mais un signe de superficialité. Pour l'homme habitué à acheter le monde, elle est la seule chose qui n'a pas de prix. Et pour la conquérir, il devra détruire la seule chose qui le définit, lui-même. Si vous êtes prêt pour une histoire d'amour où le pouvoir rencontre la passion et où l'arrogance rencontre l'âme, alors restez avec nous. Laissez un j'aime si vous croyez aux secondes chances et abonnez-vous pour plus d'histoires qui touchent le cœur. Et bien sûr, j'adorerais savoir de quelle ville ou de quel pays nous regardez-vous ce soir. Dites-le moi dans les commentaires. L'air conditionné du salon des ventes de l'hôtel Ritz, place Vendôme à Paris, soufflait un air aussi froid et stérile que l'argent qui l'emplissait. Pour Jean-Luc Devilliers, à 35 ans, c'était son habitat naturel, un univers prévisible de costumes sur mesure, de sourires calculés et d'une symphonie silencieuse d'ambition. Appuyé avec une élégance désinvolte contre une colonne de marbre, il observait la salle non pas comme un participant, mais comme un biologiste étudiant un écosystème qu'il avait déjà maîtrisé. La victoire n'était pas une possibilité, c'était une formalité. Le lot final de la soirée était le 742, le domaine de la lavande bleue, 50 hectares de paradis vierge au cœur du Luberon, en Provence. Pour les autres enchérisseurs dans la salle, c'était un investissement, un caprice, un trophée. Pour Jean-Luc, c'était la pierre angulaire de son projet le plus audacieux à ce jour, Élysée, un complexe hôtelier et viticole de luxe qui redéfinirait l'exclusivité en Europe. Son équipe avait passé 2 ans à sécuriser les permis, à charmer les bons fonctionnaires et à faire taire les écologistes locaux avec des dons stratégiques. Cette vente aux enchères était la dernière étape, la touche finale d'un chef-d'œuvre de pouvoir et de stratégie. L'enchère commença, une danse polie de chiffres qui grimpait rapidement. La main droite de Jean-Luc, un homme discret nommé Moreau, exécutait ses ordres avec des gestes presque imperceptibles. 50 millions, 60, 80. Le seul concurrent sérieux qui restait était Philippe Beaumont, un rival de la vieille école dont la famille avait bâti sa fortune dans l'industrie. Beaumont enchérissait le front plissé, son visage rougi par l'effort et le champagne. Pour lui, c'était personnel. Pour Jean-Luc, c'était simplement des affaires. 95 millions offre M. Beaumont, annonça le commissaire-priseur, sa voix résonnante avec un dramatisme étudié. Jean-Luc ne jeta même pas un regard à Moreau. Il leva simplement 2 doigts, un geste languide et définitif. 100 millions, déclara Moreau d'une voix monocorde. Un silence tendu s'empara de la salle. Beaumont regarda Jean-Luc, cherchant une réaction, un défi. Il ne trouva rien, seulement un calme ennuyé, presque insultant. Avec un soupir de défaite, Beaumont secoua la tête. « Vendu pour 100 millions d'euros à M. Devilliers », statua le commissaire-priseur en frappant son marteau. Un applaudissement poli et contenu parcourut la salle. Jean-Luc sentit le goût de cendre d'une victoire inévitable. C'était la même sensation qu'il éprouvait en concluant un accord de plusieurs milliards ou en voyant une belle femme céder à son charme prévisible. Un vide momentané avant de passer à l'objectif suivant. Il était sur le point de se retourner et de partir quand quelque chose d'impossible se produisit dans son monde parfaitement orchestré. La lourde porte en chêne du salon s'ouvrit, non pas avec la douceur d'un serveur, mais avec une urgence qui brisa l'atmosphère. Toutes les têtes se tournèrent. Au seuil se tenait une femme, mais ce n'était pas l'une des silhouettes élancées et parées de bijoux qui peuplaient son monde. C'était une dissonance dans la mélodie du luxe. Elle portait un pantalon cargo en toile, des bottes de marche couvertes d'une fine couche de poussière ocre et une simple blouse en coton qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux bruns étaient rassemblés en une tresse désordonnée, comme si elle l'avait faite sans miroir. Pas de bijoux, pas de maquillage. Elle était vêtue de l'armure de ses convictions. Elle ignora les regards d'étonnement et de dédain, et ses yeux, d'une couleur noisette intense et profonde, balayèrent la salle jusqu'à ce qu'ils trouvent Jean-Luc. Il n'y avait en eux ni admiration, ni convoitise, ni même intérêt. Il y avait du feu.
un feu aussi ancien que la terre elle-même. « Un moment, dit-elle. Sa voix n'était pas forte, mais elle trancha le murmure de la salle comme un éclair. Elle était chargée d'une autorité qui ne venait pas de l'argent, mais d'un but inébranlable. Elle s'avança dans l'allée centrale, ses bottes marquant un rythme ferme et terrestre sur le tapis perçant. Les invités s'écartèrent de son chemin, comme si elle était porteuse d'une étrange maladie contagieuse appelée authenticité. Elle s'arrêta à quelques mètres de l'estrade, mais son regard ne quitta jamais Jean-Luc. « Je m'appelle Chloé Durand », déclara-t-elle, chaque syllabe précise et acérée. « Je suis archéologue de terrain pour le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, et la propriété que vous venez d'acheter, l'O 742, n'est pas un paradis vierge. » Elle fit une pause, laissant ces mots s'installer dans le silence stupéfait. « Elle abrite les fondations d'une villa gallo-romaine, datant de 2000 ans. C'est l'âme de notre histoire, et elle n'est pas à vendre. » Un murmure de scandale et d'amusement parcourut la salle. Jean-Luc, cependant, resta immobile. Pour la première fois depuis ce qui sembla une éternité, il ressentit une émotion brute et inconnue. Une pointe de fascination authentique. Cette femme n'était pas venue pour demander. Elle était venue pour déclarer la guerre. Il se redressa, abandonnant sa posture détendue, et se dirigea vers elle. L'air entre eux crépitait d'une énergie palpable. Le pouvoir tangible de l'argent contre le poids intangible de l'histoire. Mademoiselle Durand. Sa voix était un murmure doux et séducteur, l'arme qu'il avait perfectionnée pour désarmer n'importe qui. Une accusation très dramatique, mais je crains que mes avocats, qui sont les meilleurs de France, n'aient examiné chaque centimètre de ces documents. La propriété est privée et libre de toute désignation historique. Parce que votre équipe a payé pour qu'il en soit ainsi, répliqua-t-elle sans ciller, sa voix pleine d'un mépris glacial. Ils ont payé pour que les rapports préliminaires soient perdus. Ils ont payé pour que les inspecteurs regardent ailleurs. Vous croyez pouvoir acheter l'âme de la terre de la même manière que vous achetez les hommes qui devraient la protéger. Le sourire de Jean-Luc n'atteignit pas ses yeux. La passion est admirable, mademoiselle. Mais dans le monde réel, nous sommes guidés par des contrats et des titres de propriété, pas par des légendes romantiques sur les âmes et la terre. Ce que vous appelez des légendes, dit Chloé en faisant un pas de plus, sont les tombes de vos ancêtres. Ce sont les outils avec lesquels ils ont construit leur vie. Ce sont la preuve que nous existions bien avant que vos gratte-ciel de verre ne griffent le ciel. Et vous voulez paver tout cela pour construire des piscines à débordement et des bars à cocktails. Pendant un instant, Jean-Luc se sentit étrangement exposé. Cette femme ne le voyait pas comme le génie des affaires, le milliardaire convoité. Elle le voyait comme un barbare, un destructeur. Et le plus troublant était qu'une partie de lui se demandait si elle avait raison. Il secoua la sensation, revenant à son scénario habituel. « Écoutez, je comprends. Vous voulez des fonds pour votre projet. Je veux construire le mien. Peut-être pouvons-nous trouver un accord. Ma fondation est très généreuse avec les causes culturelles. » Il tenta de lui offrir une porte de sortie, une façon de réduire sa passion à quelque chose qu'il pouvait comprendre. Une transaction. Le rire de Chloé fut court et sans joie. C'était le son le plus dévastateur que Jean-Luc ait jamais entendu. « Vous ne comprenez vraiment rien, n'est-ce pas ?» dit-elle à voix basse, un mélange de pitié et de fureur dans son regard. « Il y a des choses en ce monde qui ne peuvent pas être réduites à une ligne sur votre bilan. Mon intégrité en est une, et l'histoire de mon peuple en est une autre. » Elle se retourna mais s'arrêta et le regarda par-dessus son épaule. « Profitez de votre victoire sur papier, monsieur de Villiers. Je vous promets que ce sera la dernière que vous aurez sur cette terre. » Et sur ce, elle partit, laissant derrière elle un silence plus bruyant que n'importe quel applaudissement. Jean-Luc de Villiers resta immobile au milieu du salon, ignorant les chuchotements et les regards curieux. Le goût de la victoire dans sa bouche s'était transformé en cendre. Il avait acheté la terre, mais cette femme indomptable, couverte de poussière, venait de revendiquer le champ de bataille. Et pour la première fois de sa vie, l'homme qui gagnait toujours ressentit le frisson électrisant de ne pas savoir comment jouer le prochain coup. Le soleil du lendemain matin se filtrait à travers les baies vitrées panoramiques du bureau de Jean-Luc, au 52e étage de la tour Villiers, à la Défense. La ville s'étendait à ses pieds comme une carte, un plateau de jeu où il déplaçait les pièces à sa guise. Normalement, cette vue lui procurait une sensation de domination absolue, d'un ordre parfait qu'il avait lui-même imposé. Mais aujourd'hui, l'image d'une femme aux bottes poussiéreuses et au regard défiant s'interposait, une tache de chaos sur sa toile parfaitement maîtrisée.
Sur son bureau en acajou poli, un iPad Pro affichait un rapport détaillé. Chloé Durand. L'enquête qu'il avait ordonnée à la première heure du matin était déjà terminée. Moreau, sa main droite, était aussi efficace qu'impitoyable. Jean-Luc fit défiler les pages numériques d'un rapide mouvement du doigt. Il n'y avait pas de surprise prévisible, pas d'amant riche, pas de dette de jeu, pas de scandale caché. La vie de Chloé Durand était un témoignage presque monastique de sa vocation. Diplômée avec la mention « très honorable » avec félicitations du jury de la Sorbonne. Un doctorat en archéologie romaine de l'université de Cambridge. Des publications dans des revues académiques dont Jean-Luc ignorait même l'existence. Des photographies d'elle sur des sites de fouilles reculés, le visage couvert de terre et un sourire authentique. Sa biographie était un reproche silencieux à la vie de luxe calculée de Jean-Luc. Mais entre les lignes de son curriculum vitae impeccable, il trouva ce qu'il cherchait. Ce n'était pas une faiblesse de caractère, mais une faiblesse structurelle. Le département de Chloé au CNRS fonctionnait avec un budget ridiculement bas. Ses projets étaient souvent bloqués par manque de fonds. Il y avait des demandes de subventions refusées, des requêtes d'équipement ignorées. Elle menait une guerre pour l'histoire avec une armée sous-financée. Et voilà, la faille dans son armure. Il ne pouvait pas attaquer son intégrité, mais il pouvait exploiter son besoin. « Moreau, dit Jean-Luc via l'interphone. Localisez mademoiselle Durand, convoquez-la à mon bureau, aujourd'hui. » Chloé arriva à 16 heures précises. Elle ne semblait intimidée ni par l'opulence de la réception, ni par l'altitude à couper le souffle. Lorsqu'elle entra dans le bureau de Jean-Luc, ses yeux ne s'attardèrent ni sur les œuvres d'art de Soulages et de Vieira da Silva accrochées au mur, ni sur la vue panoramique de la ville. Ils se fixèrent directement sur lui, avec la même intensité inébranlable que la veille. Elle portait de nouveau des vêtements pratiques, comme si elle venait directement du champ de bataille. « Je vous remercie d'être venu », commença Jean-Luc, utilisant le ton poli qu'il réservait aux négociations hostiles. Il lui indiqua une chaise en cuir en face de son bureau. Elle resta debout. « Je ne suis pas ici pour socialiser, monsieur de Villiers. Je suppose que c'est pour tenter de m'intimider ou pour me proposer un pot de vin. Épargnons-nous le théâtre et allez droit au but. » Jean-Luc sourit. Sa franchise était rafraîchissante. « Direct. J'aime ça. Très bien, mademoiselle Durand, soyons directs. » Il se leva et se dirigea vers la baie vitrée, lui tournant le dos. C'était un mouvement de pouvoir calculé, conçu pour qu'elle se sente petite face à l'immensité de son empire. « Je sais que votre département au CNRS a des difficultés financières, dit-il, sa voix résonnant doucement dans le silence. Je sais que vos fouilles dans le massif des morts sont paralysées par manque de géoradar. Je sais que votre équipe travaille avec des outils obsolètes. » Il se retourna pour lui faire face, ses yeux rencontrant les siens. « Ma fondation, la Fondation Villiers pour le Progrès, est prête à faire un don. Pensez-y, un chèque, 2 millions d'euros, demain, assez pour financer votre travail pour les 5 prochaines années. Vous pourriez acheter tout l'équipement dont vous avez besoin. Vous pourriez embaucher plus de personnel. Vous pourriez enfin faire votre travail sans avoir à mendier chaque centime. » Il l'observa attentivement, cherchant une hésitation, une lueur de convoitise, le moindre signe que le langage universel de l'argent était compris. Mais il ne trouva rien. Le visage de Chloé était un masque de calme glacial. Quand elle parla, sa voix était dangereusement douce. « Et en échange de quoi, monsieur de Villiers? De ce geste de bonne volonté? »« En échange de votre coopération, » dit-il en s'approchant. « En échange de votre sens des réalités. Le site du Luberon est important, je n'en doute pas. Mais le progrès l'est aussi. Mon complexe créera des centaines d'emplois, rapportera des millions grâce au tourisme. Il y a des moyens d'atténuer l'impact. Nous pouvons clôturer une petite partie du terrain, l'appeler réserve historique, y mettre une jolie plaque. Vous superviseriez le processus. Ce serait une victoire pour tout le monde. » Chloé le regarda longuement. Et pour la première fois, Jean-Luc sentit qu'elle ne le voyait pas comme un adversaire, mais comme une espèce exotique et déconcertante. « Vous savez quel est votre problème, monsieur de Villiers ?» dit-elle enfin, sa voix teintée d'une tristesse authentique. « Vous croyez que tout dans ce monde peut être négocié, divisé, emballé et vendu. Vous croyez pouvoir clôturer l'histoire comme si c'était un zoo. Vous croyez que l'âme d'un lieu peut être préservée avec une plaque en laiton. » Elle fit un pas vers le bureau et posa ses mains sur la froide surface en acajou, se penchant légèrement en avant. Sa proximité était électrique. « Ce qu'il y a sur cette terre, ce ne sont pas que des pierres et des poteries.
C'est un cimetière, c'est un temple, c'est la mémoire d'un peuple. Comment mettons un prix sur la mémoire? Comment atténue-t-on l'impact de l'effacer pour toujours? Vous ne m'offrez pas une solution. Vous me demandez d'être complice d'un meurtre culturel. Vous me demandez de vendre l'âme de mon peuple pour 2 millions d'euros. Elle se redressa, son calme maintenant remplacé par une dignité féroce. Vous ne voulez pas préserver l'histoire. Vous voulez acheter une excuse. Vous voulez mettre votre nom sur la profanation pour pouvoir dormir tranquille dans votre penthouse. Ma réponse est non. Et si vous croyez pouvoir me faire taire, si vous croyez que je suis la seule personne qui se dresse sur votre chemin, vous m'avez gravement sous-estimé. Avant que Jean-Luc ne puisse répondre, elle se retourna et se dirigea vers la porte. « Ah, et vous pouvez garder votre argent », ajouta-t-elle sans se retourner. « Il y a des choses qui valent plus. J'espère qu'un jour, vous en trouverez une aussi. » La porte se referma avec un clic doux mais définitif, laissant Jean-Luc seul dans le silence oppressant de son bureau. L'odeur de son parfum bon marché, un mélange de terre et de conviction, semblait être restée dans l'air, un polluant dans son monde stérile. Il retourna à la baie vitrée et regarda la ville. Mais il ne voyait plus un plateau de jeu. Il voyait une jungle d'asphalte qui avait poussé sur des couches et des couches d'histoire, sur les mêmes tombes et temples dont parlait Chloé. Il avait offert une fortune, l'équivalent des clés d'un royaume pour quelqu'un dans sa position. Et non seulement elle l'avait refusé, elle l'avait traité comme une insulte, comme une preuve de sa faillite morale. La stratégie avait échoué. Le langage du pouvoir, le seul que Jean-Luc parlait couramment, s'était avéré inutile. Et il se retrouva face à une vérité terrifiante. Pour gagner cette bataille, Les jours qui suivirent la visite de Chloé se transformèrent en un purgatoire de frustration pour Jean-Luc. Pour la première fois de sa vie professionnelle, il se retrouva paralysé. Chaque stratégie que son esprit affûté pouvait concevoir se heurtait au mur invisible de sa conviction. Il pouvait l'ensevelir sous les litiges, mais cela prendrait des années et créerait un cauchemar en termes de relations publiques, le dépeignant comme le Goliath de l'entreprise, écrasant une David académique. Il pouvait tenter d'influencer ses supérieurs au CNRS, mais elle l'en avait déjà accusé, et toute démarche dans cette direction ne ferait que confirmer ses pires soupçons et la transformerait en martyr. Il était pris dans un échec et mat stratégique qu'il n'avait pas anticipé. Il passait ses nuits dans son penthouse de l'avenue Montaigne, le silence seulement rompu par le tintement des glaçons dans son verre de whisky, examinant les images satellites du terrain dans le Luberon. Ce qu'il voyait auparavant comme une côte immaculée prête à être monétisée, il le voyait maintenant à travers un filtre différent. Il imaginait des mosaïques cachées sous les garrigues, des tombes silencieuses sous la terre. La voix de Chloé s'était installée dans son esprit, un écho persistant qui remettait en question les fondations de son monde. Un après-midi, alors qu'il parcourait une pile de courriers d'entreprise, un paquet inhabituel attira son attention. Ce n'était pas une enveloppe de coursier d'un cabinet d'avocats, ni une invitation gravée à un gala. C'était une petite boîte en carton, enveloppée dans du papier kraft et nouée avec une simple ficelle. L'adresse était écrite à la main, d'une calligraphie élégante mais ferme. Pas d'expéditeur, juste un cachet de la poste de Gordes, en Provence. Avec un étrange mélange d'appréhension et de curiosité, il l'ouvrit. À l'intérieur, sur un lit de coton, reposait un fragment de poterie sigillé d'une couleur rouge-orangée brillante. Il était incontestablement ancien. Sur la surface lisse, moulée avant que l'argile ne sèche il y a des siècles, on distinguait clairement la marque d'un pouce, sans doute celui d'un artisan. Sous l'artefact, il y avait une photographie haute résolution d'une mosaïque récemment mise au jour, représentant une scène de chasse, avec des tesselles encore vibrantes de couleurs, et enfin, une seule feuille de papier pliée. Il la déplia. La note, écrite de la même écriture ferme, était brève et brutale. « Voici ce que vous essayez de détruire. Voici ce qui a plus de valeur que vos millions. Si vous voulez vraiment comprendre ce que vous avez acheté, venez le voir de vos propres yeux. Soyez courageux pour une fois dans votre vie. » En dessous, des coordonnées géographiques et une date, le samedi suivant. Ce n'était pas une invitation. C'était un gant jeté à sa figure, un affront direct à son courage, à son caractère. Elle le traitait de lâche, d'homme qui se cachait derrière des couches d'avocats et d'assistants. Son orgueil, le moteur qui l'avait propulsé toute sa vie, rugit en réponse. La rage initiale fit place à une détermination froide. Il irait.
Non pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce qu'il ne reculait jamais au grand jamais devant un défi. Le samedi matin, l'hélicoptère Augusta Westland de Jean-Luc descendit comme un insecte métallique sur une clairière poussiéreuse à 1 kilomètre du site de fouille. Le bruit des pales souleva un nuage de terre ocre qui tourbillonna contre les hublots. Quand il descendit, la chaleur sèche du Luberon le frappa comme un mur physique, un contraste saisissant avec l'air filtré de sa vie parisienne. Il avait troqué son costume Zegna pour un jean de créateur et une chemise en lin. Mais même avec les bottes de marche que Moreau avait achetées en urgence, il se sentait ridiculement déplacé, un acteur avec le mauvais costume sur la mauvaise scène. Il suivit un sentier à peine visible à travers la garrigue, le son de la civilisation s'estompant derrière lui, remplacé par le chant des cigales et le bourdonnement des insectes. Après 15 minutes de marche, il atteignit le campement. C'était un assemblage de tentes en toile, une table pliante couverte d'outils et de fragments, et une zone de fouille soigneusement délimitée par des cordes. Un petit groupe d'étudiants travaillait en silence sous le soleil, se déplaçant avec une concentration respectueuse. Chloé était au centre de tout, à genoux au bord d'une fosse, brossant doucement la terre de ce qui semblait être le coin d'un mur en pierre. Elle portait la même tenue pratique, un chapeau à large bord protégeait son visage, et une couche de poussière couvrait sa peau, la faisant paraître comme une extension de la terre elle-même. Elle leva les yeux quand il s'approcha, plissant les yeux à cause du soleil. Il n'y avait pas de surprise dans son regard, seulement une attente calme. Elle ne sourit pas. Elle se leva, secouant la poussière de ses mains. « Bienvenue dans mon bureau, monsieur de Villiers », dit-elle, sa voix tranquille, mais avec une nuance d'ironie. Elle fit un geste large, englobant la terre poussiéreuse, les tranchées et le dense couvert de chêne vert. Ici, la valeur ne se mesure pas en mètres carrés, mais en siècles. Pendant les heures qui suivirent, Jean-Luc ne parla pas. Il observa. Chloé le guida à travers le site, comme un général montrant son champ de bataille. Elle lui montra les fondations de ce qui avait été les thermes de la villa, lui expliquant comment le système de chauffage par le sol, l'hypocauste, fonctionnait. Elle lui montra une meule à huile, lisse après des générations d'utilisation, et lui fit imaginer les esclaves qui y travaillaient pour produire l'huile d'olive, qui était la richesse de la région. Elle le conduisit à la mosaïque de la photographie. « Une scène de chasse », expliqua-t-elle à voix basse, le propriétaire de la villa montrant sa puissance et sa richesse. Il avait probablement 35 ans quand il a commandé ça, votre âge. Jean-Luc regarda les tesselles colorées, le sanglier féroce, les chiens agiles, et ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la chaleur. Pour la première fois, il ne voyait pas un objet, mais une déclaration, une affirmation de vie et de statut, aussi réelle que les siennes, séparées seulement par un abîme de temps. Finalement, Chloé l'emmena à une table où reposait, soigneusement étiqueté, le fragment de poterie avec l'empreinte de pouce. « Nous l'avons trouvé hier, dit-elle. C'est de la poterie sigillée commune, fabriquée en série près d'Arles. Ce n'est pas une pièce de musée. Elle ne vaut rien aux enchères. Mais pouvez-vous le sentir ?» Elle le regarda fixement. « Pouvez-vous sentir le poids de ce moment ?» Un instant de vie quotidienne, l'artisan pressant son pouce dans l'argile, gelé pendant 2000 ans. Jean-Luc tendit la main mais s'arrêta avant de le toucher. Il regarda la petite marque, l'empreinte d'un homme qui avait vécu et travaillé sur cette même terre, bien avant que la France ou Rome, ou les de Villiers n'existent. Et à ce moment, la structure complexe de son monde bâti sur des chiffres, des contrats et du pouvoir, lui parut incroyablement fragile. Ils restèrent silencieux alors que le soleil commençait à descendre, peignant le ciel de teintes orangées et violettes sur les montagnes du Luberon. « Pourquoi m'avez-vous invité ?» demanda-t-il enfin, sa voix plus rauque que d'habitude. « Qu'espériez-vous accomplir ?» Chloé retira son chapeau, passant une main dans ses cheveux humides. Elle le regarda et pour la première fois, il n'y avait pas de défi dans ses yeux, mais une gravité profonde. « Parce que je voulais que vous voyiez que vous ne vous battez pas contre un rapport bureaucratique ou contre une archéologue têtue, répondit-elle. Vous vous battez contre eux. Elle fit un geste vers les fondations silencieuses. Contre leurs histoires, contre la mémoire d'un peuple. Je voulais que vous ayez la possibilité de prendre une décision en connaissance de cause. Je voulais que, lorsque vous donneriez l'ordre au bulldozer d'entrer, vous sachiez exactement ce que vous étiez en train de détruire. Elle fit un pas de plus, son regard perçant. Je voulais vous donner la chance de choisir d'être autre chose qu'un destructeur. Et à ce moment,
Debout sur cette terre sacrée sous le vaste ciel de Provence, Jean-Luc de Villiers comprit la vraie nature du défi. Chloé ne lui avait pas demandé de se rendre. Elle lui avait demandé d'évoluer. La plus grande bataille n'était pas pour cette terre. C'était pour le genre d'homme qu'il allait être. Le retour à Paris fut comme un atterrissage sur une autre planète. Jean-Luc se retrouva au sommet de sa tour, dans un monde de surface polie, de silence contrôlé et d'un air conditionné qui sentait l'ozone et le café coûteux. Mais quelque chose de fondamental s'était brisé. Les plans d'Élysée étalés sur la table de conférence, qui lui semblaient auparavant l'incarnation de la perfection et du pouvoir, paraissaient maintenant plats, sans vie. Les lignes représentant les villas de luxe et les piscines à débordement se superposaient dans son esprit à l'image des mosaïques silencieuses et de l'empreinte de pouce d'un artisan sur un morceau d'argile. Il passa 2 jours dans un état de limbe fébrile. Ses cadres lui présentaient des projections de bénéfices et des stratégies marketing, et il les écoutait d'une partie de son esprit, tandis que l'autre continuait d'errer sur les sentiers poussiéreux du Luberon. Les mots de son équipe sonnaient creux, le langage d'un monde qui semblait soudain moins réel que le campement en toile de Chloé. « Le spa de classe mondiale sera notre principal attrait », disait son vice-président marketing lors d'une réunion du conseil d'administration le mardi. « Nous proposerons des thérapies aux pierres de basalte et des enveloppements à l'argile de Provence. Une expérience de détoxification totale. » Jean-Luc regarda la présentation PowerPoint, les images de mannequins souriants couverts d'une boue cosmétique. Et dans son esprit, il revit les mains de Chloé, couvertes de vraie terre, brossant avec une délicatesse quasi sacrée les vestiges d'un peuple oublié. Le contraste était si violent, si grotesque, qu'il sentit une vague de nausée. « Des pierres de basalte », répéta-t-il à voix basse, interrompant le cadre. La salle se tut. Tous les yeux se posèrent sur lui. « Savez-vous ce qu'il y a d'autre dans cette terre? Des thermes, des pressoirs à huile, la demeure d'un propriétaire terrien qui est mort à mon âge. Et nous allons vendre des enveloppements à l'argile de Provence à 100 mètres de l'endroit où ces biens ont reposé pendant 2000 ans. » Ces cadres le regardèrent avec une confusion totale, comme s'ils s'étaient soudain mis à parler une langue ancienne. Ils voyaient leur chef, l'architecte du profit implacable, parler avec l'étrange révérence d'un poète ou d'un historien. « La réunion est terminée, » dit Jean-Luc brusquement en se levant. « Annulez tous mes rendez-vous pour le reste de la semaine. Moreau, préparez l'hélicoptère, nous retournons en Provence. » Ce n'était pas une décision logique. Il n'y avait pas d'analyse coûts-avantages. C'était une impulsion, un besoin viscéral de combler la faille qui s'était ouverte en lui. Il ne savait pas ce qu'il allait dire ou faire. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas continuer à construire l'avenir sur un cimetière. Il atterrit cette fois sans prévenir. Il marcha sur le sentier avec une détermination qu'il n'avait pas eue lors de sa première visite. Il trouva Chloé dans la même tranchée, supervisant le travail délicat d'un étudiant. Quand elle le vit approcher, son expression ne fut pas de surprise, mais d'une attente prudente et tendue. Elle laissa ce qu'elle faisait et le rejoignit à l'ombre d'un chêne vert. « Vous êtes revenu, dit-elle. Ce n'était pas une question. Je suppose que ce n'est pas pour une autre leçon d'histoire. »« Non, répondit-il. Sa voix était sérieuse, dépouillée de son arrogance habituelle. Je suis venu proposer une trêve, ou peut-être une alliance. Chloé croisa les bras, une barrière protectrice. Une alliance? Monsieur de Villiers, nos mondes sont incompatibles. Vous construisez, je préserve. Ce sont des actions fondamentalement opposées. Et si elles ne l'étaient pas, la défia-t-il doucement. J'ai passé les derniers jours à regarder les plans de mon complexe. Et tout ce que je pouvais voir, c'était vos fantômes, les histoires que vous m'avez racontées. Vous m'avez fait voir quelque chose que mes architectes et mes analystes n'ont jamais pu voir, l'âme du lieu. Il étendit un grand rouleau de papier qu'il avait apporté avec lui sur une roche plate. C'étaient les plans originaux de Élysée. Avec un marqueur rouge, il traça un grand cercle au centre du complexe, englobant la zone principale des fouilles. Ici, dit-il en montrant le cercle, il n'y aura rien. Pas de villa, pas de piscine, pas de restaurant. Ce sera une réserve archéologique protégée, intouchable. Chloé regarda les plans, son expression sceptique. Une concession admirable. Mais le reste du complexe entourera toujours le site, le noyant dans une mer de luxe et de touristes. « C'est là que vous vous trompez, » dit Jean-Luc, la regardant droit dans les yeux. « Le site ne sera pas une annexe, ce ne sera pas une curiosité pour les clients. Ce sera le cœur de tout le projet.
Il prit à nouveau le marqueur et commença à redessiner tout le concept sous ses yeux stupéfaits. Les lignes des villas furent réorientées, toutes avec vue sur la réserve. Le terrain de golf disparut, remplacé par des sentiers écologiques menant à des belvédères. Le bâtiment principal fut redessiné non pas comme un hall d'hôtel, mais comme un musée et un centre de recherche. Nous ne construirons pas un complexe de luxe qui a accessoirement quelques ruines, expliqua-t-il, sa voix s'emplissant d'une passion qu'il ne se connaissait pas. Nous construirons une destination centrée sur l'histoire, un lieu où les gens ne viendront pas pour se déconnecter de la réalité, mais pour se connecter à quelque chose de bien plus profond. Les fouilles continueront. Le musée exposera ce que vous trouverez. Les clients pourront participer à des ateliers, apprendre des archéologues, apprendre de vous. Il s'arrêta, son marqueur suspendu au-dessus du papier. Je veux qu'Élysée ne soit pas un monument à ma richesse, mais un hommage aux gens qui ont vécu ici. Je veux que votre travail ne soit pas caché dans un rapport du CNRS, mais qu'il soit l'attraction principale. Je veux que l'histoire ne soit pas quelque chose que nous devons préserver du progrès, mais qu'elle soit la force qui anime le progrès. Chloé resta silencieuse pendant un long moment, étudiant les plans redessinés. Elle examina chaque ligne, chaque annotation. Son esprit analytique traitait la proposition, cherchant le piège, l'angle caché, les petits caractères. « C'est une idée radicale », admit-elle enfin, sa voix à peine un murmure. « Et qu'est-ce que vous y gagneriez ? Votre retour sur investissement serait réduit de moitié. »« Probablement, » concéda Jean-Luc, « mais je créerai quelque chose d'unique au monde, un nouveau modèle et... » Il fit une pause. L'aveu suivant lui coûta plus que n'importe quelle concession financière. « Et peut-être, pour la première fois, je construirai quelque chose dont je pourrais être sincèrement fier. » Chloé leva les yeux des plans et le regarda. Elle le regarda vraiment, non pas comme le destructeur, non pas comme le milliardaire arrogant, mais comme l'homme qui se tenait devant elle, offrant une capitulation qui était, en soi, une forme de victoire. « Et qui contrôlerait le récit ?» demanda-t-elle, sa voix toujours prudente. « Qui s'assurerait que l'histoire soit racontée avec respect et ne devienne pas un parc à thème pour riches ?» Jean-Luc savait que c'était la question la plus importante. Sa réponse définirait tout. « Vous, » dit-il simplement. « Je veux vous offrir le poste de directrice du patrimoine culturel du projet. Vous auriez un contrôle total sur le musée, la recherche et la manière dont l'histoire est présentée aux clients. Votre budget serait indépendant et garanti dans le contrat de fondation du complexe. Vous seriez la gardienne de l'âme du lieu. » Le silence qui suivit fut différent. Il n'était plus tendu ni hostile. Il était empli d'un poids stupéfiant, la gravité d'une possibilité qu'aucun d'eux n'avait imaginée une semaine auparavant. Chloé regarda les plans modifiés, puis le visage de Jean-Luc, cherchant toute trace de tromperie. Elle n'en trouva aucune. À la place, elle vit un homme qui avait été confronté à une vérité inconfortable et qui, au lieu de la fuir, avait décidé de reconstruire son monde autour d'elle. Elle ne dit pas oui, mais pour la première fois, elle ne dit pas non non plus, et dans cette hésitation, dans ce regard d'étonnement et de réévaluation, Jean-Luc de Villiers sentit qu'il avait gagné quelque chose de bien plus précieux qu'une enchère. Il avait gagné une opportunité, l'opportunité de construire quelque chose qui comptait vraiment. La proposition de Jean-Luc resta suspendue dans l'air chaud de la Provence, aussi radicale et lourde qu'un monolithe fraîchement déterré. Chloé ne répondit pas immédiatement. Pendant les jours qui suivirent, Jean-Luc lui laissa de l'espace, retournant à Paris et lui laissant les plans redessinés, un témoignage tangible de son offre sans précédent. Pour lui, ce furent des jours d'une anxiété inconnue. Il avait mis sur la table non seulement un projet, mais une nouvelle version de lui-même, et il n'avait aucune idée si elle l'accepterait. Pour Chloé, ce furent des jours d'un conflit intérieur tumultueux. La proposition était un rêve impossible devenu réalité. Un financement illimité, un contrôle total, une plateforme mondiale pour montrer l'importance de l'histoire gallo-romaine. C'était tout ce pourquoi elle s'était battue tout au long de sa carrière. Mais l'offre venait de la main du diable, ou du moins, de l'homme qui, jusqu'à une semaine auparavant, avait incarné tout ce qu'elle méprisait. L'arrogance du capital, l'indifférence à la culture, la conviction que tout pouvait être acheté. « C'est un piège », lui dit son mentor, le professeur Lambert, un archéologue chevronné et cynique, lorsqu'elle l'appela pour lui demander conseil. Il s'était parlé par visioconférence, le visage buriné de Lambert remplissant l'écran de son ordinateur portable dans sa tente. Il va t'utiliser pour obtenir ses permis, pour redorer son image. Il te donnera le titre de directrice.
Mais dès que tu t'opposeras à quelque chose qui affecte ses profits, il te mettra sur la touche. Les hommes comme de Villiers ne changent pas, Chloé. Ils changent seulement de tactique. » Ces paroles résonnaient avec les propres doutes de Chloé. Était-elle naïve de seulement envisager la possibilité qu'il soit sincère? Était-ce le désespoir de voir son travail se réaliser qui l'aveuglait face à une manipulation évidente? Chaque instinct de survie qu'elle avait développé au fil des ans lui criait de s'éloigner, de continuer son combat honorable depuis les tranchées, plutôt que d'accepter un poste dans le palais de l'ennemi. Mais ensuite, elle se souvenait du regard dans les yeux de Jean-Luc quand il parlait de construire quelque chose dont il pourrait être fier. Ce n'était pas le regard d'un stratège, mais celui d'un homme qui se tenait au bord d'un précipice et envisageait de sauter. Elle se souvenait de la façon dont il avait redessiné les plans avec une passion fébrile, non pas comme un architecte, mais comme un converti. Le jeudi après-midi, alors qu'elle cataloguait des artefacts, un membre de son équipe l'avertit qu'elle avait de la visite. Jean-Luc se tenait au bord du campement. Cette fois, il n'était pas arrivé en hélicoptère. Il avait conduit les 2 dernières heures depuis l'aéroport de Marseille dans un 4x4 de location et une fine couche de poussière de la route couvrait son pantalon en lin. « Je ne suis pas venu pour faire pression, » dit-il avant qu'elle ne puisse parler. « Je suis seulement venu pour écouter. Je sais que vous avez des doutes. Je veux les entendre. » Ils s'assirent à l'ombre, non pas comme le PDG et l'archéologue, mais comme 2 personnes aux prises avec un problème impossible. Chloé, pour la première fois, lui parla avec une franchise totale, non pas avec la colère de leur première rencontre, mais avec la vulnérabilité d'une professionnelle passionnée. « Comment puis-je vous faire confiance ?» demanda-t-elle, sa voix chargée du poids de son dilemme. « Mon monde est basé sur des preuves, sur des faits vérifiables. Votre monde est basé sur des contrats qui peuvent être rompus et des promesses qui peuvent être renégociées. Vous me demandez de parier l'héritage d'un peuple sur un changement d'avis que vous avez eu il y a 3 jours. » Elle lui parla du scepticisme de ses collègues, de la bureaucratie du CNRS qui n'approuverait jamais une collaboration aussi étrange. Elle lui parla de sa peur de devenir une marionnette, l'archéologue de service qui donnerait un vernis de légitimité à un projet fondamentalement commercial. Jean-Luc l'écouta en silence, sans l'interrompre, sans se défendre. Il hocha la tête, le visage sérieux, traitant chacune de ses préoccupations. Quand elle eut fini, il n'offrit pas de promesses vides ni de garanties séduisantes. Au lieu de cela, il lui fit une contre-proposition. « Vous avez raison, dit-il. Vous n'avez aucune raison de faire confiance à mes paroles. Alors ne le faites pas, faites confiance aux actes. » Il sortit un dossier de sa mallette. « Ceci est un projet d'acte de fiducie. Il est irrévocable. Il place 50 millions d'euros, le capital de départ pour la construction, sur un compte contrôlé par 3 parties, un de mes représentants, un des vôtres, et un 3e fiduciaire indépendant qui sera nommé par le directeur du musée du Louvre. L'argent ne peut être débloqué pour la construction que si les 3 parties sont d'accord, que le plan architectural respecte les principes que nous avons discutés. » Il lui tendit le dossier. « De plus, ceci, continua-t-il en sortant un autre document, est un amendement au titre de propriété du terrain. Il cède légalement le contrôle de la zone archéologique centrale à une nouvelle fondation à but non lucratif. Je financerai la fondation, mais vous en serez la présidente du conseil avec un droit de veto sur toute activité dans cette zone. Légalement, même moi, je ne pourrais pas y construire sans votre approbation explicite. » Chloé lut les documents, ses yeux se déplaçant rapidement sur le jargon juridique. Ce n'était pas un accord de gentleman, c'était une forteresse légale. Il ne se contentait pas de lui donner du pouvoir au sein de son projet. Il lui cédait une partie de son propre pouvoir, se liant les mains légalement pour prouver son engagement. C'était une manœuvre si audacieuse, si irréversible, qu'elle la laissa sans voix. Ceci a dû vous coûter une fortune en frais d'avocat, rien que pour la rédaction, murmura-t-elle stupéfaite. C'est déjà fait, répondit-il avec un léger sourire. Mes avocats pensent que j'ai perdu la tête. Mon conseil d'administration est au bord de la rébellion, mais c'est la seule façon pour que cela fonctionne. Nous ne pouvons pas être partenaires s'il y a un déséquilibre de pouvoir. Ceci nous rend égaux. Votre pouvoir ne viendra pas de ma générosité, mais d'un contrat contraignant. C'est ainsi que l'on construit la confiance dans mon monde. Pas avec des mots, mais avec des clauses. Ils restèrent silencieux, le chant des cigales remplissant l'air. Chloé regarda les papiers dans ses mains, puis l'homme en face d'elle. La cynique en elle cherchait toujours l'angle
le piège caché. Mais les preuves devant elle étaient indéniables. Il n'avait pas seulement écouté ses craintes, il les avait anticipées et avait construit une structure légale pour les neutraliser. « Je dois faire vérifier cela par mes avocats », dit-elle finalement. Sa voix ferme, mais l'hostilité avait disparu, remplacée par un sérieux professionnel. « Bien sûr, dit Jean-Luc, prenez le temps qu'il vous faudra. » Il se leva pour partir. « Chloé, dit-il en s'arrêtant. » Elle leva les yeux. « Je sais que c'est un risque énorme pour vous, pour votre réputation, pour tout ce que vous avez bâti. Je veux juste que vous sachiez que je comprends le poids de ce que je vous demande. » Et dans cette simple déclaration, dans cette reconnaissance de son point de vue, Chloé sentit le dernier de ses murs de défense commencer à se fissurer. Il ne se contentait pas de céder du pouvoir, il faisait preuve d'empathie. Alors qu'elle regardait le 4x4 de Jean-Luc disparaître sur le chemin de terre, Chloé resta debout, les contrats à la main. Le professeur Lambert avait tort. Peut-être que les hommes comme Jean-Luc de Villiers ne changeaient pas, mais peut-être, juste peut-être, qu'ils pouvaient évoluer. Et elle se trouvait à l'épicentre de cette évolution, avec le pouvoir de décider si elle allait l'écraser ou la guider. Le choix, réalisa-t-elle, n'était plus seulement de préserver le passé. Il s'agissait de construire un avenir entièrement nouveau. La nouvelle de l'alliance Villiers-Durand tomba comme une bombe dans les cercles élitistes de Paris et dans la communauté universitaire. La réaction fut, comme Jean-Luc l'avait anticipé, un mélange d'incrédulité, de moquerie et d'hostilité ouverte. Pour le monde extérieur, le récit était simple et cynique. Le magnate impitoyable avait acheté l'universitaire idéaliste. Lors de la réunion suivante du conseil d'administration de son conglomérat, Jean-Luc fit face à une rébellion en bonne et due forme. Philippe Beaumont, son ancien rival aux enchères et membre du conseil, mena l'attaque. « C'est de la folie, Jean-Luc !» s'exclama Beaumont, le visage empourpré d'indignation. « Tu cèdes le contrôle d'un projet à 100 millions d'euros à une chasseuse de trésors, avec un programme anti-développement. Tu as transformé notre complexe phare en un caprice personnel, un monument à ta crise de la quarantaine. Nos actionnaires vont nous crucifier. » Les autres membres du conseil, des hommes plus âgés dont le seul Dieu était le retour sur investissement, hochèrent la tête gravement. Ils voyaient Jean-Luc non pas comme un visionnaire, mais comme un roi devenu soudainement erratique et émotionnel, influencé par une femme qui ne comprenait pas leur monde. « Vous avez tort, répondit Jean-Luc, son calme inébranlable face à la tempête. Nous ne construisons pas un monument. Nous construisons un nouveau paradigme. Le luxe ne se résume plus à des draps à 1000 fils et des piscines privées. Il s'agit d'authenticité, d'expérience unique. Nous offrons quelque chose qu'aucun autre complexe au monde ne peut offrir, une connexion réelle avec une histoire de 2000 ans. Ce n'est pas une faiblesse, c'est notre plus grand argument de vente. » Il parla pendant 1 heure, non pas avec l'arrogance habituelle, mais avec la passion convaincante d'un converti. Il leur montra des projections, non pas de bénéfices immédiats, mais de valeurs de marque à long terme. Il leur parla de créer un héritage, pas seulement un bâtiment. À la fin de la réunion, il ne les avait pas entièrement convaincus, mais il avait semé suffisamment de doutes pour étouffer la rébellion. Il leur avait rappelé qui il était, un homme qui ne pariait pas à moins de savoir qu'il pouvait changer les règles du jeu. Pendant ce temps, Chloé menait sa propre guerre sur un front différent, peut-être plus douloureux. Ses collègues, les gens avec qui elle avait partagé les tranchées et les rêves, la regardaient maintenant avec suspicion. Le professeur Lambert, son mentor, refusa de prendre ses appels. D'autres l'accusèrent dans son dos de s'être vendu, de trahir ses principes pour la promesse de la gloire et de la fortune. La réunion qu'elle eut au CNRS pour présenter le projet fut une embuscade. Elle se retrouva dans une salle de conférence sans fenêtre face à un comité de bureaucrates et d'universitaires de haut rang. « Docteur Durand, commença le directeur de l'Institut, un homme réputé pour être plus politique qu'universitaire, espérez-vous vraiment que nous approuvions cette collaboration sans précédent? Que nous livrions le prestige du Centre national à une entreprise privée dont le seul objectif est le profit? L'objectif a changé, argumenta Chloé, distribuant des copies des contrats de fiducie et de la Fondation. Comme vous pouvez le voir, le contrôle du patrimoine culturel est légalement entre nos mains. Monsieur de Villiers finance la préservation à une échelle dont nous ne pourrions que rêver. Il finance la destruction, interrompit une collègue, le docteur Martin,
une puriste connue pour son aversion du secteur privé. Il met un parc à thème autour d'un site sacré, et il t'utilise, Chloé, comme son alibi. Tu ne le vois pas? Tu es la feuille de vigne qui couvre ses véritables intentions. Elle se sentit seule, défenseur d'une idée que personne d'autre ne pouvait ou ne voulait voir. Elle essaya d'expliquer la transformation dont elle avait été témoin chez Jean-Luc, mais ses mots sonnaient naïfs et vides dans l'atmosphère cynique de la salle. Elle réalisa que pour eux, Jean-Luc de Villiers était une caricature, un méchant unidimensionnel, et son alliance avec lui était une trahison inexplicable. Elle sortit de la réunion meurtrie et isolée. L'hostilité de son propre monde était plus difficile à supporter que l'arrogance de Jean-Luc. Elle s'assit sur un banc dans la cour de l'université, le poids de la décision presque insupportable. Son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Elle hésita, mais répondit. « Tu as survécu », dit la voix de Jean-Luc à l'autre bout du fil. Il y avait une nuance d'humour dans son ton, mais aussi un courant sous-jacent de préoccupation sincère. « À peine, répondit-elle, l'honnêteté s'échappant de ses lèvres avant qu'elle ne puisse la retenir. Je crois que je viens d'être excommunié de l'église de l'archéologie. Il y eut une pause. Mon conseil d'administration pense que je construis un complexe hippie pour satisfaire ma nouvelle petite amie activiste, dit-il. Le mot petite amie flotta maladroitement dans l'air, mais le sentiment derrière était clair. Nous sommes dans le même bateau. On dirait que tu as eu une journée amusante aussi, répondit-elle, un petit sourire se formant sur ses lèvres malgré elle. La meilleure, dit-il. Écoute, je sais que c'est difficile. Je sais que nous sommes tous les deux en territoire ennemi. Mais la seule façon pour que cela fonctionne, c'est si nous le faisons ensemble. Ne les laisse pas t'épuiser. C'est facile à dire pour toi, soupira-t-elle. Tu as l'habitude que les gens te détestent. Pour moi, c'est nouveau. On s'y habitue, dit-il. Et pour la première fois, elle entendit une note de vulnérabilité dans sa voix, où on apprend que seule l'opinion des bonnes personnes compte. On dîne ensemble ce soir? Pas une réunion d'affaires. Juste deux généraux d'armée assiégés qui ont besoin de comparer leurs notes de bataille. Et peut-être de boire un verre. Chloé hésita un instant. Dîner avec Jean-Luc de Villiers. L'idée était aussi étrange que tout ce qui s'était passé ces dernières semaines. Mais la vérité était qu'il était la seule autre personne au monde qui comprenait la pression à laquelle elle était soumise. Il était ironiquement son seul allié. « D'accord, de Villiers, dit-elle, mais tu viens sur mon territoire. Il y a un petit bistrot dans le Marais qui fait le meilleur bœuf bourguignon de Paris. Et je te préviens, il n'accepte pas les cartes de crédit noires. »« Marché conclu, Durand, » répondit-il, et elle put entendre le sourire sincère dans sa voix. « J'enverrai mon hélicoptère chercher un distributeur de billets en chemin. » Elle raccrocha le téléphone avec une étrange sensation de légèreté. La bataille était féroce, mais elle ne la menait plus seule. Elle réalisa que le scepticisme et l'hostilité de leurs mondes respectifs avaient un effet inattendu. Ils les poussaient sur un terrain neutre, un espace qu'eux seuls partageaient. Ils forgeaient une alliance non seulement sur le papier, mais dans les tranchées. Et dans cet espace partagé, quelque chose de nouveau et de complètement imprévu commençait à grandir. Le bistrot. Le temps des cerises dans le Marais était l'antithèse de l'univers de Jean-Luc. Pas de voiturier. Pas de nappe en lin blanc amidonné, pas de carte des vins reliée en cuir. C'était un petit endroit, vibrant et bruyant, avec des murs en pierre apparente, des tables en bois rustique et l'arôme enivrant de vin rouge, d'ail et de pain frais. Quand Jean-Luc entra, vêtu d'une chemise en lin impeccable et d'un pantalon de créateur, le murmure des conversations s'arrêta un instant. C'était comme si une panthère des neiges était entrée dans une forêt tropicale, magnifique, mais clairement hors de son habitat. Chloé était déjà assise à une table dans un coin, sous une vieille affiche de film. Elle portait un jean simple et un chemisier en soie. Avec ses cheveux lâchés et sans le poids des fouilles ou des réunions hostiles sur ses épaules, elle paraissait plus jeune, plus détendue. Elle lui sourit quand il s'approcha, un sourire sincère qui n'avait rien à voir avec leur alliance professionnelle. « Je vois que tu as trouvé, » dit-elle en guise de salut, « et que tu as survécu à l'absence de voiturier. »« À peine. » répondit-il en s'asseyant en face d'elle. Il se sentait étrangement grand et maladroit sur la petite chaise de bistrot. « Mon chauffeur fait encore le tour du pâté de maison, convaincu que c'est un piège pour me voler ma montre. » Chloé rit, un son chaud et sans inhibition qui le surprit. « Détends-toi, de Villiers. Le pire qui puisse t'arriver ici, c'est de tomber amoureux du bœuf bourguignon de Madame Dubois. » Ils commandèrent 2 verres de Côte du Rhône,
et sur la suggestion de Chloé, le plat du jour. Pendant les premières minutes, la conversation fut un peu forcée, comme celle de deux diplomates de nations ennemies cherchant un terrain d'entente. Ils parlèrent du projet, des prochaines étapes juridiques, des obstacles bureaucratiques. Mais peu à peu, alors que le vin rouge et l'atmosphère détendue faisaient leur magie, les formalités commencèrent à s'estomper. « Alors, dit Chloé, s'essuyant les lèvres avec une serviette en papier, « comment c'est? Se réveiller chaque matin en sachant que tu peux acheter presque tout ce que tu désires ?» La question n'était pas accusatrice, mais sincèrement curieuse. Jean-Luc prit un moment pour réfléchir. Personne ne lui avait jamais posé la question de cette façon. « C'est plus silencieux que les gens ne l'imaginent, » admit-il, surpris par sa propre honnêteté. « Il y a un point où l'argent cesse de résoudre les vrais problèmes et ne sert qu'à t'en isoler. Tu construis des murs de plus en plus hauts, non pas pour tenir les autres à l'écart, mais pour éviter de sentir le vide à l'intérieur. » Il la regarda par-dessus son verre de vin. « Tu construis un empire et tu réalises que tu en es le seul habitant. » Chloé l'écouta avec une attention totale, la tête légèrement penchée. Il n'y avait pas de jugement dans son regard, seulement une empathie inattendue. « Je suppose que, à ma manière, je fais la même chose, » confessa-t-elle. « Je m'isole dans le passé. C'est plus sûr. Les morts ne peuvent pas te décevoir, leurs histoires sont figées, immuables. C'est plus facile d'aimer un peuple qui a disparu il y a 2000 ans que de prendre le risque de faire confiance aux gens du présent. » Le repas arriva. Une cocotte fumante qui embaumait la table. Le bœuf était tendre, la sauce riche et complexe, quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre en une seule bouchée. Ils mangèrent en silence pendant un moment, savourant la nourriture et les confessions qu'ils venèrent de partager. « Pourquoi l'archéologie » demanda-t-il finalement. « Qu'est-ce qui t'a poussé à consacrer ta vie à déterrer le passé ?» Chloé sourit, un sourire nostalgique. « Mon grand-père. Il était agriculteur en Dordogne. Il ne savait ni lire ni écrire, mais il connaissait la terre. Il m'a appris à lire le paysage. Il me montrait où trouver des silex taillés après le labourage, où les anciennes fondations d'une villa romaine rendaient la terre différente. Il me racontait les histoires des anciens. Pour lui, le passé n'était pas mort. Il dormait juste sous la surface, attendant que quelqu'un l'écoute. » Elle parla de ses premières fouilles, de l'émotion de toucher un objet qui n'avait pas été vu par des mains humaines depuis des siècles. Elle parla de la responsabilité qu'elle ressentait d'être la voix de ceux qui ne pouvaient plus parler. Pendant qu'elle parlait, son visage s'illumina de l'intérieur. Jean-Luc réalisa qu'il n'écoutait pas une universitaire, mais une gardienne, une prêtresse de la mémoire. « Et toi, dit-elle en lui retournant la question, pourquoi construire? Pourquoi toujours plus haut, plus grand, plus luxueux ?» Jean-Luc s'adossa à sa chaise, la question résonnant en lui. « Mon père, dit-il, sa voix un peu plus basse, c'était un architecte brillant, un idéaliste. Il croyait qu'il pouvait construire de la beauté abordable pour les gens. Il est mort ruiné et le cœur brisé, trahi par ses partenaires. Je me suis juré que je ne serais jamais comme lui, que je ne laisserai jamais la passion m'aveugler sur la réalité du pouvoir. Alors j'ai appris à parler la seule langue que les hommes puissants respectent, l'argent. Je construis grand et luxueux parce que c'est une armure. Chaque étage de mes tours, chaque million sur mon compte en banque, est une brique dans le mur que j'ai construit pour que personne ne puisse plus jamais me blesser comme on a blessé mon père. » Le silence qui suivit fut profond et significatif. Ils avaient partagé plus qu'un repas. Ils avaient échangé les histoires d'origine de leurs armures. « On dirait que nous avons tous les deux passé nos vies à construire des murs pour nous protéger des déceptions de nos pères, » dit Chloé doucement. Jean-Luc la regarda, et pour la première fois il ne vit pas l'archéologue, l'adversaire, la directrice de son nouveau projet. Il vit une femme dont la force était forgée dans la passion et dont la vulnérabilité était cachée sous des couches de terre et d'histoire. Et il sentit une connexion, une étrange sensation de reconnaissance qui n'avait rien à voir avec les affaires ou les contrats. « Chloé » dit-il, son prénom sonnant naturel sur ses lèvres pour la première fois. « Jean-Luc » répondit-elle, et l'utilisation de son prénom fut une concession, un pont jeté à travers le gouffre qui les séparait. Quand il la raccompagna à son petit appartement dans un vieil immeuble du Marais, ils s'arrêtèrent devant la porte. L'air nocturne était parfumé par le jasmin d'un jardin voisin. « Merci pour le dîner, dit-il, et pour la leçon. »« Quelle leçon » demanda-t-elle. « Que le bœuf bourguignon, comme l'histoire, est infiniment plus complexe qu'il n'y paraît à première vue, » répondit-il avec un demi-sourire. « Et que les bâtisseurs d'empires, parfois,
ont des fondations plus profondes qu'ils ne le laissent paraître, répliqua-t-elle, son regard sérieux. Il n'y eut pas de poignée de main ni de geste formel, juste un moment de silence partagé où tous deux réalisèrent que leur alliance avait franchi un seuil invisible. Ils étaient entrés en territoire neutre, un espace où les étiquettes de promoteurs et d'archéologues commençaient à se dissoudre, ne laissant qu'un homme et une femme qui, bien que venant de mondes opposés, découvraient que peut-être, juste peut-être, ils parlaient une langue commune après tout. Le dîner dans le Marais marqua un changement sismique dans la relation entre Jean-Luc et Chloé. L'hostilité initiale s'était dissoute en un respect réticent, et maintenant, ce respect commençait à s'épanouir en quelque chose de plus complexe. Une camaraderie forgée dans les tranchées de leurs batailles respectives et cimentée par une vulnérabilité partagée. Ils n'étaient plus seulement le promoteur et l'archéologue, ils étaient Jean-Luc et Chloé, deux personnes avec des histoires et des armures que l'autre, à sa surprise, commençait à comprendre. Cette nouvelle dynamique se traduisit immédiatement dans leur travail. La semaine suivante, ils convoquèrent la première réunion officielle de l'équipe de conception du projet, Élysée, dans les bureaux de Jean-Luc. Mais cette fois, l'atmosphère était radicalement différente. Jean-Luc avait insisté pour que la moitié de la salle de conférence soit occupée par l'équipe de Chloé. Deux jeunes archéologues, un anthropologue et un restaurateur du Louvre. Ils s'assirent, mal à l'aise et défiants, face à l'équipe de Jean-Luc. Des architectes de renom, des designers d'intérieur et des experts en marketing, tous vêtus de costumes coûteux et d'une aura palpable de scepticisme. La tension dans la salle était si dense qu'on aurait pu la couper avec une truelle de fouille. Les deux mondes se regardaient à travers l'immense table en acajou comme deux armées se préparant à la bataille. « Bienvenue à tous », commença Jean-Luc, debout en bout de table. « Comme vous le savez, nous sommes ici pour commencer à concevoir la phase 1 de ce qui n'est plus seulement un complexe hôtelier, mais une destination culturelle. L'objectif d'aujourd'hui est simple, écoutez. » Il regarda directement son équipe. « Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur le design de luxe. Oubliez les projections de bénéfices et les tendances du marché. Aujourd'hui, notre seul guide sera l'histoire qui repose sur cette terre. » Puis il se tourna vers Chloé, lui cédant la parole d'un geste. « Docteur Durand, la scène est à vous. » Chloé se leva, son cœur battant d'un mélange de nervosité et d'une féroce détermination. Elle savait que c'était le moment de vérité. Elle projeta sur l'écran géant non pas des rendus d'immeubles, mais des images du site, des cartes topographiques, des photographies des artefacts, des reconstructions numériques de ce à quoi la villa gallo-romaine aurait pu ressembler. Elle parla pendant 2 heures. Elle n'utilisa pas de jargon académique, mais raconta une histoire. L'histoire d'un peuple qui comprenait l'hydraulique, qui commerçait avec d'autres cultures à des centaines de kilomètres de distance, qui avait une vie spirituelle complexe. Elle leur montra comment l'orientation des bâtiments principaux s'alignait avec les solstices, comment l'iconographie sur la poterie sigillée racontait les mythes de leurs dieux. Elle fit revivre le passé dans cette salle stérile et climatisée. Les architectes de Jean-Luc, qui au début avaient joué avec leur stylo Mont-Blanc, commencèrent à prendre des notes, leur visage empreint d'une concentration intense. Les designers d'intérieur, habitués à choisir entre le marbre de Carrare et le granit brésilien, regardèrent fascinés les motifs des mosaïques romaines. L'architecture ne doit pas s'imposer à ce paysage, conclut Chloé, sa voix résonnant de passion. Elle doit dialoguer avec lui. Les bâtiments doivent suivre les lignes des anciennes terrasses. Les matériaux doivent être locaux, la pierre de Gordes, le bois de chêne, la chaux. La palette de couleurs doit s'inspirer des pigments naturels qu'ils utilisaient. Les jardins ne doivent pas avoir de gazon importé, mais les plantes indigènes qu'ils cultivaient pour la médecine et l'alimentation. Le luxe de cet endroit ne doit pas être l'or dans les robinets. Il doit être l'authenticité, la connexion. Quand elle eut terminé, un silence profond emplit la salle. L'architecte en chef, un homme suisse nommé Jean-Pierre, célèbre pour ses designs minimalistes et froids, fut le premier à parler. « Docteur Durand, dit-il, sa voix pleine d'un respect nouvellement découvert. Ce que vous décrivez n'est pas un hôtel, c'est de la poésie. C'est une opportunité de créer quelque chose de vraiment significatif. Pourriez-vous nous en montrer plus sur ces motifs de mosaïque? Je pense qu'ils pourraient être la base de tout le langage du design d'intérieur. » Et ainsi, le mur entre les deux groupes commença à s'effriter, brique par brique. La réunion, qui était prévue pour 2 heures, se prolongea toute la journée.
Les archéologues et les architectes se pressèrent autour des plans, discutant, dessinant, imaginant ensemble. L'équipe de Chloé apportait le pourquoi, le sens, l'âme. L'équipe de Jean-Luc apportait le comment, l'expertise technique, l'innovation. Jean-Luc observait la scène depuis son siège, n'intervenant que pour guider la conversation ou pour abattre une barrière. Il vit son architecte vedette, qui avait conçu des gratte-ciel à Dubaï, écouter attentivement un jeune anthropologue lui expliquer la signification des divinités romaines locales. Il vit sa directrice marketing, une femme obsédée par les réseaux sociaux, discuter avec Chloé de la manière de créer une expérience pour les clients qui soit respectueuse et éducative, plutôt que superficielle et instagrammable. Il assistait à la création de quelque chose de complètement nouveau, un processus chaotique, inefficace et absolument exaltant. À la fin de la journée, la table était couverte de croquis, de notes et de tasses à café vides. Ils n'avaient pas de design final, mais ils avaient quelque chose de bien plus important, une vision commune. Alors que les équipes se retiraient, épuisées mais pleines d'énergie, Chloé et Jean-Luc restèrent seuls dans la salle de conférence. « Ton équipe est brillante, » dit-elle, regardant le chaos créatif qu'ils avaient laissé derrière eux. « Et ils étaient inspirés, » répondit-il. « Tu les as inspirés. Tu leur as donné quelque chose en quoi croire au-delà de la date de livraison et du budget. » Ils restèrent silencieux un moment, la ville commençant à s'illuminer à l'extérieur de la fenêtre. « Tu sais, mon père aurait adoré une journée comme aujourd'hui, » dit Jean-Luc à voix basse, presque pour lui-même. L'idée que l'architecture puisse servir un but plus élevé, c'était son rêve. Chloé s'approcha et se tint à côté de lui, près de la baie vitrée. « Je pense qu'il serait très fier de toi, » dit-elle doucement. Jean-Luc la regarda. La lumière du crépuscule adoucissant ses traits. Il vit dans ses yeux non seulement sa partenaire, mais la catalysatrice de sa propre transformation. La connexion qu'il avait ressentie au bistrot s'était approfondie, solidifiée par l'expérience partagée de créer quelque chose ensemble. Une impulsion plus forte que toute logique commerciale le submergea. Lentement, il leva la main et écarta une mèche de cheveux qui était tombée sur son front. Son contact fut léger, hésitant, mais il envoya un courant électrique à travers eux deux. Les yeux de Chloé s'agrandirent légèrement. Sa respiration s'arrêta un instant. Le moment s'étira, rempli d'un potentiel non dit. Ils n'étaient plus seulement le promoteur et l'archéologue. Ils étaient Jean-Luc et Chloé. Et dans le calme de la salle de conférence, avec les plans de leur avenir commun étalés sur la table, tous deux réalisèrent qu'ils construisaient quelque chose de beaucoup plus personnel et de beaucoup plus fragile qu'un complexe hôtelier. Ils posaient, sans le savoir, la première pierre d'une structure entièrement différente. Le contact de Jean-Luc, aussi léger que l'aile d'un papillon, avait laissé une marque indélébile. Dans les jours et les semaines qui suivirent cette réunion, quelque chose avait fondamentalement changé dans la dynamique entre eux. L'air était chargé d'une conscience mutuelle, une tension qui n'était ni hostile ni purement professionnelle. C'était le bourdonnement silencieux d'une possibilité, une question qu'aucun des deux n'osait formuler à voix haute. Le travail devint l'excuse parfaite pour passer du temps ensemble. Leur collaboration exigeait une immersion totale dans les mondes de l'autre. Jean-Luc commença à faire des voyages hebdomadaires en Provence, non plus comme un intrus, mais comme un étudiant. Chloé le guidait à travers les fouilles, lui apprenant à distinguer les différentes strates de la terre, à identifier la provenance d'un éclat d'amphore par sa composition, à sentir la texture d'un fragment de fresque de 2000 ans. Il l'immergea à son tour dans son univers. Il l'invita à des réunions avec les paysagistes, où elle défendit passionnément l'utilisation de la flore indigène, expliquant la signification symbolique de chaque plante dans la culture gallo-romaine. Il l'emmena dans les ateliers des architectes, où elle s'assit pendant des heures, s'assurant que l'inclinaison d'un toit imitait celle d'une villa antique ou que l'emplacement d'une fenêtre s'alignait avec le lever du soleil au solstice. Ils découvrirent un rythme inattendu dans leur collaboration. Jean-Luc, avec son esprit stratégique, était un expert pour éliminer les obstacles. Quand le CNRS menaçait de retarder un permis, un appel téléphonique de Jean-Luc résolvait le problème en quelques heures. Quand l'équipe de Chloé avait besoin d'un équipement d'imagerie satellitaire de pointe, il apparaissait au campement le lendemain. Il était la force irrésistible. Chloé, d'autre part, était l'objet inébranlable de l'intégrité. Elle devint la conscience du projet, remettant en question chaque décision, non pas d'un point de vue de coût, mais de sens. Pourquoi ce bois? A-t-il un lien avec la région? Est-il durable? Demandait-elle.
Pourquoi cette couleur? Reflète-t-elle les pigments qu'ils auraient utilisés? Elle donna au projet une âme, un récit que l'argent ne pouvait pas acheter. Mais c'est dans les moments intermédiaires, dans l'espace entre leurs deux mondes, que leur lien se renforça vraiment. Ce fut pendant les longs trajets en voiture sur les routes de campagne de Provence, écoutant de la musique locale à la radio, alors que la poussière dorée tourbillonnait à l'extérieur. Ce fut lors des dîners tardifs à Paris, dans de petits bistrots qu'elle seule connaissait, où ils débattaient d'art et de politique jusqu'à ce que le personnel commence à empiler les chaises. Un soir, après une réunion particulièrement épuisante avec les ingénieurs, ils étaient assis sur la terrasse du penthouse de Jean-Luc, buvant un vin qui coûtait plus que le budget mensuel de Chloé pour le déjeuner. Paris s'étendait sous eux, une galaxie de lumière scintillante. « C'est magnifique », admit Chloé à voix basse, regardant la vaste étendue urbaine. « D'ici, on peut presque oublier le chaos, le bruit, les gens. Parfois, j'oublie qu'il y a des gens là-dessous, » confessa Jean-Luc, sa voix un murmure. « Je vois des schémas, des flux de circulation, des zones d'investissement. C'est facile d'oublier que chacune de ces lumières est une vie, une histoire. » Il se tourna pour la regarder. « Toi, tu ne l'oublies jamais, même avec des gens qui sont morts depuis 2000 ans. Peut-être parce qu'il est plus facile de se soucier des histoires qui sont déjà terminées, » dit-elle, faisant écho à sa confession précédente. « Il n'y a pas de risque. »« Et tu as peur du risque, Chloé ?» demanda-t-il doucement. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre, et la question resta en suspens entre eux, chargée d'un sens qui allait bien au-delà de l'archéologie. Elle ne répondit pas, mais la façon dont son regard se détourna un instant fut une réponse en soi. Le point de bascule arriva pendant un orage. Ils étaient au campement en Provence, examinant de nouvelles découvertes, quand le ciel se déchira. Une pluie torrentielle se déchaîna avec une furie méditerranéenne, transformant la poussière en boue épaisse en quelques minutes. La route pour retourner à l'héliport devint impraticable. Ils étaient coincés. Ils se réfugièrent dans la tente principale, le son de la pluie martelant la toile comme un tambour incessant. Ils étaient seuls, le reste de l'équipe étant parti pour le village voisin avant le début de l'orage. Le générateur qui alimentait les quelques lumières du campement s'éteignit, les plongeant dans une obscurité presque totale, seulement rompue par les éclairs qui illuminèrent la scène par brefs instants. Ils s'assirent en silence, écoutant la fureur de la nature. La formalité qui existait encore entre eux fut balayée par la tempête, laissant place à quelque chose de plus brut et de plus réel. « J'ai une peur panique des orages », dit soudain Chloé, sa voix un peu tendue dans le noir. « Quand j'étais petite, la foudre a frappé un platane près de ma maison. Le bruit... » Elle frissonna. Sans réfléchir, Jean-Luc se rapprocha d'elle dans l'obscurité. Il ne dit rien. Il s'assit simplement à côté d'elle, sa présence un ancrage solide dans le chaos. Au bout d'un moment, avec hésitation, il trouva sa main et la tint. Sa peau était froide, mais la sienne était chaude. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, un simple geste de réconfort qui parut incroyablement intime. Ils restèrent ainsi en silence pendant ce qui sembla une éternité. L'orage faisait rage à l'extérieur, mais à l'intérieur de la petite tente, un havre de calme s'était formé. Dans cette obscurité partagée, dépouillés de leur rôle, de leur titre, de leur monde, ils n'étaient plus le promoteur et l'archéologue. Ils étaient juste Jean-Luc et Chloé. Lorsqu'un éclair particulièrement vif illumina la tente, ils se retrouvèrent à se regarder. Ils étaient plus proches qu'ils ne l'avaient réalisé. Ils pouvaient voir le reflet de l'orage dans ses yeux, la vulnérabilité qu'elle laissait si rarement paraître. Elle pouvait voir sur son visage non pas le masque du pouvoir, mais une tendresse, une préoccupation sincère qui la désarma complètement. La distance entre eux se réduisit à néant. Ce ne fut pas une décision consciente, mais une capitulation au courant qui coulait sous la surface depuis des semaines. Le baiser fut d'abord doux, une découverte hésitante, aussi incertaine et puissante que le premier contact avec un artefact fraîchement mis au jour. Il avait le goût de la pluie, de la terre et d'une vérité indéniable. L'orage à l'extérieur avait atteint son apogée, mais la véritable tempête, celle qui couvait dans l'espace entre leurs mondes, venait enfin d'éclater. Et tous deux savaient, avec une certitude terrifiante et exaltante, que lorsque la pluie cesserait et que le soleil se lèverait, plus rien ne serait jamais comme avant. L'aube arriva avec une clarté brutale. L'orage était passé, laissant derrière lui un monde lavé, scintillant et silencieux. L'air de Provence sentait la terre mouillée, le thym et un nouveau départ.
À l'intérieur de la tente, la lumière grise du matin filtrait à travers la toile, révélant la scène avec une honnêteté implacable. Jean-Luc et Chloé étaient assis aux extrémités opposées d'un petit banc, l'espace entre eux chargé du poids, de ce qui s'était passé et de ce qui ne s'était pas passé. Après ce baiser unique, aussi sismique que l'orage qu'il avait provoqué, ils s'étaient lentement séparés, sans un mot. Ils n'avaient pas fait l'amour. L'intensité du moment était trop écrasante, la vulnérabilité trop brute. Au lieu de cela, ils avaient passé le reste de la nuit à parler dans l'obscurité, leur voix basse et hésitante, partageant non pas des confessions d'amour, mais des fragments de leur vie, des peurs et des rêves qu'ils n'avaient jamais révélés à personne. Ils avaient construit un pont d'intimité à travers le gouffre qui les séparait, mais maintenant, à la lumière du jour, ils n'étaient pas sûrs que ce pont puisse supporter leur poids. Un silence gêné s'installa entre eux. Chacun était perdu dans ses propres pensées, rejouant les événements de la nuit, essayant de leur donner un sens. Était-ce une erreur? Une aberration momentanée causée par la proximité et le danger de l'orage? Ou était-ce l'éruption inévitable de quelque chose qui grandissait sous la surface depuis des mois? Ce fut Chloé qui rompit le silence. Elle se leva et commença à préparer du café sur un petit réchaud à gaz avec une efficacité pratique qui démentait l'agitation à l'intérieur d'elle. « Nous devons parler de ça, Jean-Luc, dit-elle sans le regarder. Sa voix était calme mais ferme, la voix de l'archéologue qui met de l'ordre dans le chaos. Jean-Luc l'observa, admirant sa capacité à affronter la situation de front. Lui, l'homme habitué à dominer n'importe quelle conversation, se sentait étrangement sans scénario. « Je sais, répondit-il. » Elle lui tendit une tasse de café fumant. Leurs doigts s'effleurèrent, et tous deux ressentirent une secousse, la confirmation que l'électricité de la nuit précédente n'avait pas été une illusion. « Ceci, ce qui s'est passé la nuit dernière, commença-t-elle, choisissant ses mots avec soin, complique les choses. « C'est ce que tu penses que ça fait, les compliquer ?» demanda-t-il, son regard intense. « Eh, pas toi, répliqua-t-elle en croisant son regard. « Nous sommes partenaires dans le projet le plus observé et le plus controversé de France. Ma crédibilité dépend de mon objectivité. Ta réputation est déjà remise en question à cause de ton implication personnelle. Si l'on apprenait que nous sommes impliqués, cela donnerait des munitions à tous ceux qui veulent nous voir échouer. Ils diront que je t'ai séduit pour obtenir des financements. Ils diront que tu m'as acheté pour que j'approuve tes plans. Cela détruirait tout ce que nous avons construit. » Elle avait raison. Chaque mot était une vérité froide et logique. Son analyse était impeccable, comme toujours. Mais pour la première fois, Jean-Luc ne voulait pas de logique. « Et qu'en est-il de ce que nous voulons, nous ?» demanda-t-il, sa voix plus basse. Pas le PDG du groupe Villiers et la directrice du patrimoine. Mais Jean-Luc et Chloé, est-ce que ce qui s'est passé hier soir ne signifiait rien de plus qu'une complication? Chloé se détourna, se dirigeant vers l'entrée de la tente. Elle regarda le paysage fraîchement lavé, les arbres dégoulinant sous le soleil levant. « Ça signifiait tout », admit-elle dans un murmure, sa voix à peine audible. « Et c'est ce qui me terrifie. J'ai passé toute ma vie à me protéger des hommes comme toi, des hommes avec le pouvoir de remodeler le monde à leur guise, des hommes qui prennent ce qu'ils veulent. » Elle se tourna pour lui faire face, ses yeux remplis d'une vulnérabilité qui le frappa en plein cœur. « Et la nuit dernière, j'ai réalisé que je commençais à tenir à toi. Et je ne sais pas comment séparer ça du projet, du pouvoir, de l'argent. Je ne sais pas si je peux faire confiance à ce que je ressens ou à ce que tu ressens. » Jean-Luc se leva et se dirigea vers elle, s'arrêtant à un bras de distance. Il voulait la toucher, lui assurer que ses craintes étaient infondées, mais il savait que des mots vides ne feraient qu'empirer les choses. Il devait lui offrir quelque chose d'aussi tangible et réel que les contrats qu'il lui avait donnés. « Moi non plus, je ne sais pas, » avoua-t-il, et cet aveu d'incertitude était peut-être la chose la plus honnête qu'il lui ait jamais dite. « Toute ma vie, les relations ont été des transactions, des stratégies, mais ça, ce n'est pas comme ça. C'est comme trouver un artefact que je ne savais pas que je cherchais, et l'idée de le briser me terrifie. » Il tendit la main, non pas pour la toucher, mais la paume tournée vers le haut, en offrande. « Je ne vais pas te mentir et dire que je sais comment gérer ça. Je ne le sais pas. Mais je suis prêt à apprendre, ensemble. Nous pouvons être prudents, nous pouvons être discrets. Mais je ne suis pas prêt à faire comme si la nuit dernière n'avait pas eu lieu. Je ne suis pas prêt à remonter le mur entre nous. » Il lui donna une option, une feuille de route pour ce nouveau territoire.
Je propose un accord. Ici, en Provence, sur le terrain, nous sommes partenaires. Nous maintenons une ligne professionnelle stricte devant nos équipes. Mais à Paris, sur notre temps libre, loin des regards sceptiques, soyons Jean-Luc et Chloé. Explorons ça, honnêtement, sans attente. Et si à un moment quelconque tu sens que cela compromet ton intégrité ou le projet, nous arrêtons, sans poser de questions. Chloé regarda sa main tendue, puis ses yeux. Elle y vit non pas l'arrogance du conquérant, mais la supplique nerveuse d'un homme qui prenait un risque. Il lui offrait le contrôle, la chose même qu'elle craignait qu'il lui enlève. Il lui donnait le pouvoir de définir les termes de leur reddition. Lentement, presque à contre-cœur, elle posa sa main dans la sienne. « Un accord, dit-elle, sa voix de nouveau ferme, mais ses yeux s'adoucissant, avec des clauses. Un sourire sincère illumina le visage de Jean-Luc. « Toujours avec des clauses, répondit-il. Le bruit du 4x4 de l'équipe qui approchait rompit le charme. Ils se séparèrent juste au moment où le premier jeune archéologue entrait dans la tente, ignorant la révolution silencieuse qui venait d'avoir lieu. « Bonjour, docteur Durand, monsieur de Villiers, dit le jeune homme. L'orage d'hier soir était incroyable. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. »« Parfaitement, » répondit Jean-Luc, son regard croisant celui de Chloé par-dessus la tête de l'étudiant. Ce fut une nuit très productive. Et alors qu'ils commençaient la journée de travail, se mouvant dans leur danse professionnelle soigneusement chorégraphiée, tous deux sentirent le bourdonnement d'un secret partagé, d'un pacte scellé. Ils avaient tracé une ligne dans le sable, une frontière précaire entre leur vie professionnelle et personnelle. La question qui restait, aussi incertaine que la météo provençale, était de savoir combien de temps il faudrait avant que la ligne ne s'efface complètement.